Ok, plan d'action. Ok, donc je fais comme tout le monde, je dois me présenter. Mon nom c'est Habib Fathallah, je suis professeur à la faculté de sciences de Bizerte dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et je suis ici avec le chapeau de membre de la commission HIR de Erasmus+. Donc, le comité HIR ou la commission HIR, c'est le comité think tank local, national, qui organise ces événements-là. Et cet événement, c'est le 6e événement en 2 ans. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille à nouveau professeur Salim Botin-Rousseau. Avant de commencer, j'ai demandé à Gemini de Google, l'application Gemini Google, je lui ai dit, écoute, on va demander d'introduire professeur Salim et que finalement, qui est de la Sorbonne, etc. Et qu'elle m'a donné un séminaire intitulé Valorisation des acquis d'expérience et assurance qualité. Et selon toi, Monsieur Gemini, quels sont les éléments essentiels qu'elle m'a adressés? Elle m'a adressé toute une liste, elle a prédit une liste de thématiques, comme la VAE comme outil de la qualité de la formation, standardisation et évaluation, référentiel de compétences, dématérialisation des procédures, outils numériques pour accompagnement, qualité des dispositifs d'accompagnement à distance, reconnaissance des acquis à l'échelle européenne, harmonisation des pratiques, VAE comme levier pour la formation tout au long de la vie. Je l'ai validé cette liste avec Mme Salim, on l'a validé à peu près un taux de succès de 50%. 50%, j'ai bien été hors sujet. Ok. Donc professeur Salim, vous avez préparé une proposition, en quelque sorte de discussion, pour le plan d'action. Quel plan d'action pour la mettre en place, mettre en œuvre, un système de microcrédit. Vous avez l'expérience européenne. Ce matin, moi je prends un peu de temps juste pour permettre à la salle de se remplir. Donc, ce matin, vous avez présenté le cas d'étude de l'université Sani à New York, et que vous avez montré que le nombre de programmes microcrédits, le nombre de microcrédits a évolué en 3-4 ans de 33 programmes à plus qu'à 400 programmes, donc une évolution spectaculaire, incroyable. Je prévois la même chose en Tunisie, je pense. Aujourd'hui, nous avons à peu près 3000 licences, programmes de licence en Tunisie, et je prévois en quelques années, j'espère que le cadre réglementaire va évoluer en conséquence, que nous allons nous trouver avec plusieurs milliers de microcrédits qui se construisent, se complètent pour construire des programmes de licence et des programmes de master. Donc, Mme Salim va nous parler pourquoi un plan d'action institutionnel. Mme Salim, l'université tunisienne, elle est structurée au-dessous du ministère. Nous avons 13 universités. L'université tunisienne, aujourd'hui, elle joue un rôle plus administratif, Elle n'est pas à l'image de l'université européenne ou nord-américaine. Donc, c'est une institution qui est une unité au-dessous de la couche université qui gère les programmes, qui conçoit les programmes et qui les propose au ministère à travers l'université pour avoir les habilitations et les réhabilitations. Donc, la conception des programmes de formation se font au niveau des institutions et non au niveau des universités. C'est un peu une différence importante parce que du point de vue gouvernance, j'espère personnellement, je suis convaincu que c'est à l'université de faire ça et j'espère qu'on aura cette évolution dans notre système d'enseignement supérieur dans le futur proche. Quelles sont les étapes clés de mise en œuvre de ce plan d'action? Des exemples concrets, LCI, l'université Charles et
Donc, avec grand plaisir, je vous accueille sous les applaudissements du public. Et c'est un public résistant, hein, c'est une résistance, parce que les gens qui restent après le déjeuner, ils ont des qualités exceptionnelles. Et ce sont les qualités qu'on les cherche le plus. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on a décidé de ne pas présenter la session sur la valorisation des acquis d'expérience et l'assurance qualité, mais le réseau vous fournira tous les transparents que j'ai préparés pour cette session et sur la disposition pour en parler également si vous souhaitez. Donc on a décidé qu'il était plus important de voir comment on pouvait mettre en œuvre un plan d'action. En tout cas, voilà, les premières idées concernant un plan d'action qui pourrait se dérouler ici en Tunisie. Alors, donc, ça c'est un petit. De la vision à l'action, mettre en œuvre les microcrédits. Donc, effectivement, on a défini, on a parlé beaucoup des enjeux ce matin. Alors maintenant, quid de la pratique et des outils concrets pour délivrer ou pour mettre en place un système de microcrédit. Donc, construire un plan d'action qui soit adapté à chaque établissement. Alors, pour la Tunisie, peut-être que ce ne sera pas pour chaque établissement, mais avec une vision générale du ministère, puisqu'il n'y a peut-être pas cette indépendance pour les universités. Donc, vision, action et impact. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut un plan d'action? Avant de se dire qu'on va mettre en œuvre un plan d'action, parce qu'on a besoin de structurer et donc de définir quels sont les acteurs, quelles sont les étapes de ce plan d'action, quels sont les outils dont on a besoin. Ensuite, eh bien, il faut suivre et assurer notamment l'approche d'assurance qualité, et ça il faut la prévoir dès le départ, hein. C'est pas une fois qu'on a défini nos microcrédits en termes de contenu qu'on va se poser la question de suivi qualité. Il faut aussi favoriser l'appropriation par les équipes et les partenaires, et cette appropriation, eh bien, si le plan d'action est clairement défini dès le départ, c'est plus facile de prévoir cette appropriation par tous les acteurs et toutes les parties prenantes pour faire ces microcrédits. Et évidemment, à un moment donné, il faut prioriser les actions concrètes à engager. Et c'est pourquoi il faut définir un plan d'action structuré. Alors, donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, ce sont les étapes clés, les questions de gouvernance et d'assurance qualité. Ensuite, je vous présenterai deux exemples pratiques. Un dont je suis la porteuse ici avec Sorbonne Université, qui est donc l'université porteuse du projet, et l'Alliance for Employees, et l'université Charles de Prague, donc, qui est aussi partenaire de l'ICI, qui elle a défini un référentiel de microcrédit déjà qui travaille depuis 1 an et demi avec son ministère. Et, voilà. Et donc je vous parlerai des ateliers de demain en synthèse. Alors, quelles sont les étapes clés de ce plan d'action? Donc, il faut commencer par définir les compétences clés qu'on veut adresser dans les microcrédits et donc définir ses besoins prioritaires. Alors, est-ce que c'est des compétences digitales, des compétences pour la transition environnementale? Est-ce que c'est des compétences pour la gestion de projet, l'entrepreneuriat? Évidemment, il va falloir aligner ces compétences avec les politiques nationales, donc avec les référentiels nationaux et européennes. Alors, est-ce qu'il va falloir choisir l'un ou l'autre, essayer d'avoir quelque chose de cohérent avec les deux, ce
qui serait mieux pour la portabilité, mais il faut aussi la reconnaissance dans le pays où on se trouve. Et pour faire tout ça, eh bien, ce qui est essentiel, c'est d'associer les employeurs. Alors ça a été dit dans la démarche que vous avez eue, madame, des enquêtes pour discuter de quels sont vos besoins métiers, quelles compétences pour ces besoins métiers, et aussi les partenaires sociaux. Donc, madame aussi, vous avez parlé des problématiques à ce niveau-là. Et donc, dès le départ, on se pose ces questions de savoir qui va travailler avec nous, à quel niveau, pour identifier les compétences clés qui va être notre point de départ, qui n'est pas forcément le point de départ qu'on a habituellement en tant qu'universitaire, puisque nous, notre point de départ, c'est la discipline. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est décomposer un module de cours ou un bloc de cours en microcrédit. Parce que parfois, sur les besoins qui ont été identifiés, on ne part pas de zéro. Souvent, on ne part pas de zéro. À l'université, on a déjà beaucoup de cours qui peuvent adresser en partie certaines des questions. Et il se peut qu'on ait simplement besoin de transformer ces cours, ces modules. Pour cela, chaque microcrédit doit être associé à des compétences mesurables, évaluables, qui correspondent à une certification d'une aptitude, d'une compétence métier, centrée sur l'étudiant. Et voilà, micro, ça ne veut pas dire que tout est fragmenté en petits bouts. Il faut faire attention à cette distinction. Prévoir une cohérence d'ensemble, éventuellement, avec des groupes, pour la question de, je mets le terme anglais stackabilité, l'empilement, pour pouvoir se repérer à des diplômes classiques au final, pour certains. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément obligatoire pour tous les types de microcrédits, mais on peut y penser. Donc, concevoir le parcours avec l'empilement, l'image des Lego qu'on connaît bien, et en fait, l'idée c'est de définir toutes ces petites briques qui peuvent être complètement indépendantes ou empilées pour former un tout cohérent qui va mener éventuellement vers un diplôme. Alors, DU, c'est nos diplômes universitaires qui peuvent être mis en correspondance avec vos qu'est-ce que c'était le terme? Non, c'était pour les médecins, c'était les parcours certificats. Voilà, CEC. Donc je pense que c'est... Alors, nos diplômes universitaires, ça s'appelle diplôme universitaire, mais ça ne correspond pas à des ECTS, par exemple. Donc j'ai trouvé que ça ressemblait, en tout cas, à votre CEC. On en a énormément en médecine. Donc un DU va qualifier... un chirurgien esthétique pour faire telle opération. Donc je pense que ça ressemble assez à vos CEC, mais ça peut être dans n'importe quelle discipline. C'est un diplôme universitaire. Voilà. C'est franco-français comme notion, mais disons que c'est quelque chose qui reste un diplôme, en tout cas, même si ce n'est pas lié à des ECTS. Alors, ce qui nous intéresse, c'est permettre des passerelles, des reconnaissances communes. Alors, reconnaissance commune, je vous ai présenté Microcreds, qui est l'exemple des universités irlandaises. Donc, on peut faire des microcrédits dans 2-3 universités, les empiler. Notre objectif, c'est que ce soit reconnu au moins au sein de l'Union européenne, que ça circule et que ce qu'on fait en France, en Tunisie, les micro-certificats qui comptent tant, ils soient reconnus de la même manière par les employeurs. Donc j'ai mis Forum Plus, qui est donc notre alliance européenne. Donc voilà, je vous en parlerai aussi tout à l'heure, mais commencer avec un groupe pour s'assurer de l'interopérabilité, qui est notre façon de dire passerelle et reconnaissance commune. Voilà,
utiliser le curriculum mapping comme outil pour regarder voilà, comment ces microcrédits vont pouvoir s'empiler et constituer éventuellement des diplômes. Alors, une chose qui est très importante, hein, ça va être ce qu'on appelle le learning design, ou la conception de modules de cours du point de vue pédagogique, avec un découpage justement en termes de compétences, de learning outcomes, d'alignement pédagogique entre ce qu'on souhaite que l'étudiant ait appris et acquis comme compétences et qu'est-ce qu'on doit lui fournir en tant qu'enseignant pour arriver à ces acquis d'apprentissage, puisque nous, on disait ce matin, on va parler en ECTS, mais ce qui intéresse l'employeur, c'est qu'est-ce que c'est faire, voilà, et c'est ça qui compte. Et donc en fait, toutes ces questions, en tant qu'enseignant, il va falloir un peu concevoir notre module de façon différente par rapport à la construction classique d'un cours où on sait qu'on veut que telle connaissance soit faite, mais voilà, et donc c'est plus simplement transmissif. Il y a d'autres choses et pour ça on a besoin, j'ai parlé ce matin, d'ingénierie pédagogique pour nous aider. Nous aussi on a besoin de monter en compétences sur la partie innovation pédagogique et design de nos cours si on veut vraiment adresser les compétences et la qualification. Alors pour ça, hein, il faut mettre de l'accompagnement aussi, donc non seulement des enseignants pour la construction des modules, mais aussi de l'accompagnement pour les apprenants. Alors je dis accompagnement parce que j'ai en tête que souvent les modules de micro-certificats, micro-crédits auxquels on pense, on l'a dit ce matin, beaucoup vont être délivrés en ligne. Mais voilà, en ligne, ça ne veut pas dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Donc il faut des informations claires, il faut les guider, de l'auto-évaluation, des entretiens. On a parlé de portfolio qui peut permettre donc, de voir petit à petit comment les compétences s'ajoutent. Et à un moment donné, la reconnaissance des acquis, on l'a déjà dit aussi ce matin, formel, informel, informel. Alors, gouvernance et qualité, donc ça c'est un point qui est assez fondamental. Voilà. Alors, dans la stratégie de l'établissement d'enseignement supérieur, alors est-ce que c'est au niveau de l'établissement ou au niveau ministériel? Ça va dépendre, hein, mais évidemment, on commence par se poser la question pourquoi? De la manière, on a déjà un petit peu abordé ces questions ce matin, mais voilà, on a des besoins sociétaux et économiques, on a besoin de requalifier, de former, de faire monter en compétences, renforcer l'employabilité et la compétitivité des diplômes, hein, et accroître la visibilité et l'attractivité de l'université et donner un cadre cohérent à ces initiatives locales. Donc tout ça, ça mêle en même temps la stratégie et les besoins de l'université, et de l'étudiant ou de l'apprenant, de l'employeur et de la société. Donc tout ça est un groupe qui ne peut pas se séparer en fait parce que on a besoin de toutes ces parties prenantes, enfin de garder en tête les besoins de toutes ces parties prenantes quand on se demande pourquoi est-ce qu'on veut faire des microcrédits. Alors, comment maintenant on peut faire des microcrédits? Donc, il faut évidemment une vision institutionnelle ou ministérielle, nationale, qui soit claire et partagée par tous. Il faut intégrer ces microcrédits dans les structures existantes. Hein. On ne va pas créer des nouvelles structures parce que sinon on ne le fera jamais. Soit c'est au sein des cursus comme module complémentaire, soit c'est au sein des formations continues, au
centre de formation tout au long de la vie, ça dépend comment est organisée l'institution. Voilà. Il faut une gouvernance interne au projet, puisqu'on a besoin de quelqu'un qui pilote, on a besoin de responsables voilà, qui est aux manettes du projet. Et on l'a déjà abordé, mais quelque chose mis en rouge, définir les besoins du marché, et pour ça, eh bien, on a besoin de partenariats vraiment très, très importants avec le monde, la société civile, les employeurs, les autorités publiques, les partenaires européens, petites, moyennes, grandes entreprises. Il faut faire des interviews, leur poser des questions, les interroger, parce que ça va être la clé de la réussite, parce que si c'est eux qui vont nous dire de quoi ils ont besoin. Et évidemment, garantir la qualité, la transparence et la reconnaissance. Et pour ça, moi, ce que je propose, c'est de s'aligner avec ce qui existe, c'est-à-dire les systèmes donc EQF pour les niveaux et les ECTS en termes de volume, en gardant en mémoire évidemment que ce qui va compter, c'est la qualification et de quoi est capable l'apprenant en sortie une fois qu'il est certifié. On certifie qu'il sait faire ceci, ceci et cela, et donc d'avoir la passerelle entre les deux. Alors, quoi maintenant? Après pourquoi et comment? Donc, déployer des modules courts, ce que vous avez dit ce matin au démarrage. Nous, la vision qu'on a dans notre projet, c'est que ces modules, ils sont entre 2 et 15 CTS. On a vu que pour d'autres universités, c'était entre 1 et 30. Bon, voilà, chacun décide de son cadre. Il faut qu'il soit empilable, il faut qu'il soit certifié. Pour que ce soit empilable, eh bien, les portfolios de microcrédit ce serait bien adaptés pour justement voir dans tel et tel domaine les différents microcrédits qu'un apprenant a pu suivre et qui lui donne ensuite une formation plus globale. Une communication claire auprès des étudiants et du marché du travail, parce que c'est les deux qu'il faut convaincre. Les uns ils suivent et les autres pour que l'employabilité soit assurée. Donc on a besoin de clarifier tout ça. Et pour faire la promotion et le suivi, on a besoin de certificats numériques. Alors les open badges, ça a été discuté ce matin, mais il y a d'autres possibilités que les open badges. Voilà. Donc, parce qu'on a besoin de montrer ce qu'on a pu acquérir autrement qu'avec un diplôme papier. Alors, donc, on doit commencer par définir ces objectifs stratégiques et les intégrer dans la stratégie globale de l'établissement et de l'offre de formation. Donc ça peut être fait de plusieurs manières. Soit on utilise les politiques existantes, soit on les modifie, soit on crée de nouvelles politiques. Alors ça dépend de où on part et où on va. Tout ça, ça va être le cadre des politiques de microcrédit. Donc ce matin, on se posait la question de savoir si est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de l'accréditation existante, peut-être en précisant. On n'a peut-être pas besoin d'en faire un supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est des choses évidemment dans le plan d'action vont être essentielles. Et donc, définir des critères pour l'assurance qualité, transparence, comparabilité, quel est le système d'accréditation interne, est-ce que du moment où en interne c'est validé de façon institutionnelle, l'agence d'accréditation valide parce que l'université peut l'intégrer à une maquette existante. Donc ça, c'est aussi des questions à discuter avec APA, votre agence nationale.
le tout dans des cadres européens si on veut que ce soit interopérable au niveau international. Donc il y a le cadre européen des compétences, le modèle ESCO qui définit toute une liste de compétences, les ECTS. Alors, rôle clé pour les microcrédits. Donc, alors on a déjà établi au point de vue institutionnel la stratégie, etc. Maintenant, il faut une équipe projet parce qu'il faut mettre en place les microcrédits et ça, s'il n'y a pas quelqu'un qui porte, il ne va rien se passer. Donc, créer des liens avec les différents acteurs dont on a parlé pour mettre en place la stratégie à long terme qui a été pensée. Il faut des enseignants, évidemment, on ne va pas créer de module d'apprentissage sans les enseignants. Donc, il faut des personnes capables de concevoir d'un côté et d'enseigner. Peut-être que c'est les mêmes, peut-être pas. Voilà. Peut-être ça dépend au début, plus tard. Il faut un support. Alors, je suis un peu l'anglicisme là, c'est du soutien. Donc, l'accompagnement des étudiants, le soutien aussi au personnel, les questions du système d'information, le service d'orientation professionnelle. Voilà, donc là, il y a beaucoup de personnes différentes de nos universités qui vont pouvoir contribuer et qui doivent contribuer. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut penser aussi à ces personnes-là dans la définition du projet. Et évidemment, nos apprenants, voilà. Qu'est-ce que vont devenir les microcrédits une fois qu'ils les ont acquis, avoir leur retour, parce que dans l'assurance qualité, l'aller-retour entre ce qu'on a fait et le retour des étudiants, ça permet d'améliorer et d'avoir une meilleure assurance qualité. Voilà. Donc, évidemment, l'alignement interne. Donc ça veut dire que les services institutionnels, à la fois la gouvernance, la politique de l'université ou du ministère, l'assurance qualité, prennent en charge aussi ces microcrédits et que le personnel en général comprend de quoi il s'agit, pourquoi cette initiative, pourquoi c'est stratégique. Donc là aussi, il faut communiquer au sein de l'établissement qui met en œuvre le dispositif. Et alors après, il y a des rôles externes voilà, qui nous permettent de créer des liens avec des organismes extérieurs. Et ça, c'est très important pour la promotion et le marketing, pour que le dispositif soit connu, reconnu. Là, on a besoin de rôles externes pour créer ces liens. Alors, donc, ces parties prenantes, elles ont un rôle clé. Donc, je les ai divisées en trois grands groupes. Les employeurs, je les ai mis en premier, parce que, en fait, on a besoin de ces experts métiers pour définir, concevoir et voir certains enseigner les microcrédits. Donc, c'est vraiment des parties prenantes très très importantes. Ils vont contribuer à la création des supports de cours parce que c'est eux qui vont nous dire si c'est vraiment ça, si ça reflète le besoin qu'ils ressentent dans leur domaine. Et c'est eux aussi qui vont nous ouvrir l'accès au milieu professionnel. Donc, avec des visites, en proposant des stages, des apprentissages intégrés. Donc, c'est vraiment une contribution très importante et un partenariat qu'il faut mener dès le départ. Et il faut intégrer, donc si on a des partenaires stratégiques dans les universités, chaque université peut avoir des partenaires associés dans le monde industriel, eh bien, il faut aller chercher ceux qu'on connaît bien pour démarrer l'aventure sur certains sujets. Alors, les étudiants aussi, il faut les voir comme des partenaires.
Voilà, pour qu'il y ait une plus grande confiance dans le sentiment d'appartenance et pour l'ouverture à de nouveaux sujets et réflexions sur leur pratique du point de vue des enseignants. Donc, en fait, c'est réduire un peu le déséquilibre pouvoir entre l'enseignant tout en haut et l'apprenant qui écoute. Voilà. Donc c'est vraiment un partage et on est plus dans la co-construction avec nos apprenants. Et parce que aussi on veut qu'ils aient un rôle actif, même pour cette conception du curriculum, participer à la promotion du programme et au développement de la communauté des apprenants. Donc vraiment, il y a ces valeurs clés du partenariat apprenant-enseignant, respect, responsabilité et réciprocité. Et enfin, les décideurs politiques, évidemment, ils sont très importants parce que c'est eux qui vont définir les droits sociaux et éducatifs, fixer les règles et les procédures et apporter leur soutien financier éventuellement. Voilà. Donc là, j'ai mis le Council of Recommendation du Conseil européen voilà, qui date de juin 2022 et qui incite les décideurs à prendre ça en charge. Alors, le modèle Europass, parce que d'abord je parlais d'infrastructure digitale, c'est très important, et il y a un modèle européen qui existe, dont on peut se saisir si on veut. Voilà, donc d'un point de vue général, il nous faut un certificat numérique pour montrer, pour démontrer qu'on a obtenu ce microcrédit. Voilà, c'est une déclaration officielle qui contient des informations qui attestent donc, des acquis d'une personne. Donc c'est vraiment tout à fait similaire aux Open Badge, dont on a eu une description complète ce matin. Et donc, il existe un certificat numérique européen pour l'apprentissage et une signature qui s'appelle e-Seal qui garantit l'origine et l'intégrité du document. Et donc ça, c'est le système Europass qui permet de le faire. Donc voilà la page web de Europass. Alors avec Europass, on peut faire, si on veut, son CV, par exemple. Nous, on a le supplément au diplôme dans notre université qui est fait avec Europass, qui est fait avec Europass, pardon, donc qui reprend les acquis d'apprentissage, que ce soit du curriculum ou en dehors du curriculum. Donc, voilà, c'est une possibilité d'utiliser cela pour avoir notre certificat digital une fois qu'on a créé le microcrédit, qu'on a fait sa certification. C'est de pouvoir le montrer avec ce système-là. Voilà, c'est pas obligatoire d'utiliser celui-là. On peut utiliser des Open Badge si on veut, mais il y a un Europass qui existe qui reprend les systèmes de référentiel de compétences européens. Évidemment, une des complexités, c'est que qui dit microcrédit, on l'a dit, il y a vraiment cette notion d'enseignement en ligne, donc on va avoir besoin d'infrastructures digitales. Alors c'est parfois des choses qui sont compliquées dans les universités. Il faut pouvoir les inscrire en ligne, donc le système d'information, les formulaires, éventuellement pour le paiement, collecter, piloter les données. Il faut que du point de vue européen, ce soit compatible avec le respect des personnels. Pour le contenu, en général, on a ce qu'on appelle un Learning Management System. Alors, Moodle, Canvas, il y a plusieurs solutions logicielles pour ça, qui peuvent permettre de délivrer le contenu, faire l'évaluation et aussi afficher des badges. Et évidemment, on veut de l'interopérabilité, donc il y a ce Europass, le e-Seal ou
type d'applications qui peuvent être utilisées. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il faut faire le marketing et le lancement. C'est quand même un concept nouveau. On en parle depuis ce matin et puis vous étiez déjà un peu au courant de ce que ça veut dire, mais on est quand même un cercle fermé. Voilà, il faut avoir une stratégie interne, externe claire, avoir des messages adaptés à chaque public, les étudiants, les alumni, les entreprises, les partenaires, les sociétés, petites, moyennes, grandes. Donc, voilà, il va falloir communiquer, avoir une stratégie de communication. Il faut que la qualité soit là, que l'alignement avec les besoins du marché, on a déjà parlé tout à l'heure, soit là. Et donc, il faut toujours l'équipe projet et un appui du service de communication pour nous aider pour ce plan de stratégique de communication qu'il faut prévoir donc dans notre plan d'action parce que c'est très important. Donc, au lancement, le site internet il est clé. Je vous ai montré celui de SUNY, mais aussi celui de l'Université de New York ou celui du regroupement des universités irlandaises Michael Kres. En page d'accueil qui présente les objectifs généraux du programme, des messages clés qui peuvent être déclinés éventuellement pour des publics différents, et puis la liste de tous les microcrédits qui pointent vers des pages dédiées. Alors, communiqué de presse, les réseaux sociaux, des interventions publiques, des lettres envoyées aux partenaires, enfin, tout ça, c'est des stratégies de communication qui doivent être adaptées aux besoins locaux et à l'international aussi. Alors, je vais vous présenter maintenant deux exemples, celui de l'Alliance Foreign Plus et puis celui des partenaires qui se mettent ensemble et un exemple local, une université qui décide de se lancer. Alors, l'Alliance Foreign Plus, donc l'Alliance Foreign Plus, je vous en dis un tout petit mot, c'est celle dont Sorbonne Université est membre. Il y a 8 partenaires, donc 2 Français, Sorbonne Université et l'Université Paris-Panthéon-Assas. Ensuite, il y a l'Université de Copenhague, l'Université de Heidelberg, l'Université de Milan, l'Université Charles à Prague, l'Université de Varsovie et l'Université de Genève. Donc, on est associés depuis 2019 et voilà, comment ça a démarré. Eh bien, l'année dernière, il y a eu un appel à projet Erasmus+, sur les politiques, alors je ne me rappelle plus exactement le terme, mais c'était des pilotes de politique européenne et l'objectif c'était de créer des microcrédits pour la transition verte et digitale. Donc on a identifié cette source de financement, on a établi notre consortium, donc nos 8 universités, on s'est toutes mises d'accord, tout le monde était d'accord pour répondre à l'appel à projet, il faut quand même que tout le monde au niveau de sa gouvernance s'aligne, soit prêt à y aller, et ensuite on a identifié des partenaires associés. Et ça a été assez clé en fait. Donc évidemment, après, on a rédigé un projet, un plan d'action, etc. Et on est en train de le réaliser. Mais ce dont on s'est aperçu, parce que c'est un appel à projet qui a été extrêmement compétitif, où franchement on avait peu d'espoir de remporter l'appel à projet, et ce qui a été capital, c'est la qualité de nos partenariats, notre partenariat socio-économique et socio-économique. Donc, les ministères, les agences d'accréditation, des grandes entreprises, des chambres du commerce de plusieurs pays. Et vraiment, c'est la qualité de ce partenariat qui, je pense, a fait la différence. Bon, après, on a fait un beau projet, mais je pense que c'était vraiment clé dans le succès. Alors,
l'objectif, c'est promouvoir les compétences pour l'innovation numérique et verte grâce à l'upskilling et le reskilling dans l'enseignement supérieur. Ça, c'était la thématique de l'appel à projet. Donc, la valeur ajoutée européenne, donc c'est aligner l'offre avec les besoins du marché du travail et des politiques nationales grâce à la collaboration avec l'industrie. Et l'impact visé, c'est assurer la qualité, la reconnaissance, la compatibilité, donc l'interopérabilité entre les universités européennes. Alors, voilà les partenaires dont je vous parlais, tous nos partenaires de l'université à gauche. Et puis, comme partenaire du projet, on a aussi le ministère de l'enseignement supérieur tchèque et la Chambre de commerce et de l'industrie Paris-Île-de-France. Et ensuite, on a tout un tas de partenaires associés, sociaux, d'autorités nationales et régionales. Et ça, c'est hyper important pour la définition des compétences et l'analyse des besoins. Et c'est avec eux qu'on prévoit de travailler. Donc, je dis vite fait, mais donc on a la CCI Paris, on a Suez, Essilor International, le groupe des industries métallurgiques, donc c'est le syndicat de la métallurgie en France, la ville de Copenhague, l'association des industries lombardes et des territoires en Italie, la chambre du commerce de Milan, la chambre de commerce tchèque, la ville de Varsovie, KPMG Pologne, BioAirLife, c'est une start-up sur les biotechnologies issues de l'université de Heidelberg, SAP, donc l'Allemagne, et la métropole Rhin-Neckert, donc allemande. Donc ça fait quand même des beaux partenaires qui vont nous aider pour ces définitions et l'analyse des besoins. En plus, donc, on a, dans le cadre des autorités publiques, donc le ministère, on a parlé de l'éducation tchèque, l'agence HCRES d'évaluation et d'accréditation française, l'université Grenoble-Alpes, qui a un directeur du comité de suivi licence, master, doctorat français, et également l'agence d'accréditation polonaise. Donc, le projet il a démarré en mars, donc ça c'est une photo du consortium qui s'est déroulé à Paris. Donc, c'est un projet assez classique, on a 5 work packages. Le premier n'est pas très intéressant, c'est la gestion du projet. Le deuxième, alors on a 3 work packages de cœur. Celui-là, il est très important, on a commencé par ça, évidemment, c'est l'identification des compétences et des besoins. Donc là, ce qu'on a commencé à faire les 6 premiers mois, c'est de faire un travail bibliographique sur les besoins du marché du travail, pour se lire, et de rédiger un cadre d'entretien. Et donc, on va cartographier, on va essayer d'élaborer, avec l'aide de ces entretiens, avec nos partenaires associés, la demande en compétences, les besoins des compétences de demain. Et on va aussi cartographier s'il y a déjà des microcrédits chez nos partenaires du consortium et sinon quel autre module on pourrait transformer en microcrédit. Voilà. Le troisième, c'est vraiment le cœur du projet, puisque c'est la conception elle-même des microcrédits, donc développer ces parcours d'apprentissage modulaires, définir des standards communs, donc déjà entre nous, donc à 8, on représente 7 pays de l'Union européenne, et s'assurer que déjà entre ces 7 pays, c'est interopérable et reconnu. Le quatrième, il est uniquement concentré sur l'approche qualité, parce que c'est fondamental. Donc définir des procédures, assurer la conformité avec le cadre européen et national, et développer des outils pour le transfert des crédits et l'empilabilité. Et le work package 5, c'est la dissémination, et je vous disais tout à l'heure que le plan de stratégie de communication est en fait très important. Ce n'est pas juste la communication du projet,
c'est vraiment communiquer sur ces microcrédits, impliquer les décideurs politiques, les acteurs industriels et, à long terme, faciliter l'adoption au niveau national et européen de ces microcrédits comme quelque chose qui a de la valeur. Bon, ça c'est comment on travaille, comment tout est lié. Ce qui est important que je voulais vous faire noter ici, c'est un comité d'experts, ici écrit External Advisory Committee, mais qui est aussi notre comité d'évaluation. Donc là, on a 7 experts qui vont évaluer notre projet au cours du projet, à mi-parcours, pour nous donner un petit peu des orientations. Est-ce que ce qu'on fait va dans le bon sens? Donc dans ces experts, par exemple, il y a la chef de projet de Microcreds, le projet irlandais, il y a quelqu'un de la commission des titres, des ingénieurs de chez nous en France, il y a quelqu'un de l'agence d'évaluation italienne. Voilà, donc c'est des gens qui ont qui sont des experts sur différentes questions qu'on adresse dans le projet et qui vont nous aider à voir si on est dans la bonne direction à chaque étape. Donc comme je vous disais, on a démarré notre projet et au mois d'octobre, on va avoir les entretiens avec les acteurs liés au secteur de l'emploi et on prévoit donc des entretiens. On a fait un entretien type pour entre 20 et 30 minutes pour avoir ces informations essentielles et chaque université va mener l'entretien avec ses partenaires privilégiés. En parallèle, on a des groupes de travail internationaux et nationaux sur différentes questions, le co-design et l'implémentation menant à des micro-certificats, l'accréditation et l'assurance qualité. Alors, j'en viens au plan d'action de l'université Charles à Prague, donc en République tchèque. Donc, alors, évidemment, je dirais, on est aligné sur la conception de ce qu'est un microcrédit, puisque ce sont des partenaires de l'Alliance for Youth Plus, donc on travaille ensemble depuis quelques années. Donc, ils ont eu la même définition de la durée de ces unités courtes, entre 2 et 15 CPS. L'objectif, c'est que les résultats d'apprentissage soient clairs et évaluables, qu'il y ait la portabilité, l'empilabilité, la reconnaissance partielle, avec un focus sur l'interdisciplinarité, l'employabilité et les liens avec les besoins du marché. Et tout ça, ça ne vous étonne pas, puisqu'on en parle depuis ce matin. Et donc, ils ont défini une procédure interne à l'université pour mettre en place ces microcrédits. Donc, un garant, qui peut être un expert, un enseignant, il n'est pas forcément d'ailleurs de l'université, il peut être externe, vient et fait la conception de son microcrédit. Il est validé par la faculté, donc la faculté est disciplinaire. Et ensuite, le rectorat, c'est la présidence, voilà, on n'a pas tout à fait la même terminologie, et au rectorat, plus précisément, il y a un comité d'évaluation et le centre d'apprentissage de formation tout au long de la vie qui vont évidemment donner leur avis. Ils l'enregistrent à leur catalogue national, ils le mettent en œuvre, il y a des retours et comme ça on assure l'assurance qualité, et il délivre un sceau électronique. Voilà, et donc si un enseignant veut déposer ou faire un microcrédit, il faut qu'il dépose entre mars et septembre, et l'université se donne 3 mois pour valider ou pas la proposition. Donc le garant va faire la conception, va s'occuper de la qualité et du suivi. La faculté va approuver en interne et donner la reconnaissance académique du microcrédit. La scolarité et le service de formation tout au long de la vie va s'occuper de l'inscription, des certificats, du système d'information, l'inscription de l'étudiant dans le système d'information. Et bon, j'ai mis Moodle, mais parce qu'ils sont sous Moodle, mais c'est leur learning management system, donc voilà.
Et leur département IT s'occupe de la délivrance des certificats électroniques. Le rectorat, c'est-à-dire pour nous c'est la présidence de l'université, va valider la qualité et le pilotage stratégique. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de nouveau service qui a été créé chez eux, mais que les services habituels de l'université ont tous été mobilisés pour que ce projet prenne corps. Alors, il y a une dimension financière, il ne faut pas se cacher, pour les universités, c'est aussi un des objectifs. Aujourd'hui, un peu tous les États membres en Europe ont des difficultés de financement des universités, de la recherche, de la formation. Et donc, ils ont fait une tarification différenciée, c'est-à-dire que pour un étudiant de Charles Université, si c'est incorporé à son cursus, éventuellement il y a des coûts indirects, mais c'est tout. Si c'est hors de son cursus, il y a un tarif pas trop cher. Et pour un étudiant externe, c'est plein tarif. Alors là, évidemment, ça peut être pris en charge par l'employeur, par Pôle emploi si c'est un chômeur. Voilà, ça dépend des organismes et des accords. Et bon, les bénéfices, vous les connaissez, pour l'apprenant, c'est avoir un meilleur CV, d'augmenter son employabilité. Pour les facultés, il y a l'attractivité, le prestige, de délivrer des formations certifiantes qui sont vraiment au goût des besoins du marché et des revenus. Et pour la société, eh bien, essentiellement les compétences ici pour la transition verte et numérique, puisqu'ils ont mis l'accent sur ces deux grands défis actuels. Voilà, donc je vais conclure. Donc ces micro-certifications, c'est vraiment quelque chose de stratégique. Si on veut résumer, on est tous d'accord pour dire qu'elles doivent être courtes, ciblées, flexibles et valorisables, qu'elles doivent être accessibles à un grand large éventail d'apprenants, qu'elles doivent être alignées bien sûr sur les besoins de l'industrie et de la société et répondre aux politiques publiques européennes, et qu'elles offrent aux universités une nouvelle flexibilité et aussi un outil d'innovation pédagogique, puisqu'on transforme la façon d'enseigner. Et que pour ça, il faut une gouvernance claire et des standards de qualité partagés. Alors, donc c'est ce qu'on a vu jusque-là. Clarifier la stratégie institutionnelle, pourquoi, pour qui, avoir une gouvernance adaptée. Donc une gouvernance adaptée, c'est des équipes, des procédures, des partenariats. Construire une offre progressive, on ne va pas tout faire d'un coup. Donc on commence par des modules pilotes, on a un retour d'expérience, on améliore et on augmente le nombre de microcrédits. Renforcer la communication et la reconnaissance, donc il y a plusieurs parties prenantes, les employeurs et les étudiants, et tout ça dans une dynamique européenne pour des questions de reconnaissance, d'interopérabilité, de standards communs. Donc Europass, c'est une possibilité. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui.